Alors, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer une demi-journée à parler des finances publiques et des politiques publiques sans parler justement de politique, l'importance de mettre en place des politiques publiques structurantes au Québec, justement, pour accélérer le développement social, le développement économique. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça. Luc s'est entretenu aussi avec Mme Marois pour justement discuter d'une politique publique, de la politique familiale qui a été mise en place il y a 25 ans. Et il y a eu un entretien avec Mme Marois et on vous présente la capsule de l'entretien. Alors, j'inviterai Pierre et François à venir me rejoindre pour notre panel sur les politiques publiques. Est-ce qu'il marche? Ils sont supposés fonctionner. Okay. On peut l'essayer, tu peux l'essayer, oui. Alors évidemment, Pierre Fortin, qui est professeur émérite à l'université en sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal. Et on a François Delorme, qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke sur l'environnement. Alors, on les a invités pour le panel des politiques publiques. On s'est dit, on va inviter Pierre Fortin qui nous parle d'une politique publique qui a eu beaucoup de succès au Québec, donc essentiellement les services de garde à contribution réduite. C'est le fameux Pierre Fortin que Mme Marois mentionne, d'ailleurs. Donc, on l'a invité pour nous parler de ça parce qu'il a analysé ça sur tous ses angles. Donc, c'est une politique publique qui a bien fonctionné, qui fonctionne depuis 25 ans, qui a eu un développement économique et social, qui a contribué au développement économique et social du Québec. Donc, on voulait l'entendre parler de ça pour savoir, qu'est-ce qui a bien fonctionné, c'était quoi les conditions gagnantes, etc. Et on s'est dit, ça serait le fun d'inviter quelqu'un aussi pour une politique publique à venir, en tout cas, qui presse peut-être, effectivement, au niveau de l'environnement et du changement climatique. Donc, voir un peu comment on peut appliquer les succès de la contribution, des garderies à contribution réduite justement à l'environnement, une nouvelle politique publique qui pourrait être mise en place justement pour contrer les changements climatiques. Alors, je pense que vous étiez sur un même panel il y a 2 jours ensemble. J'espère que vous n'êtes pas chicanés, puis ça va vraiment là. Pas de problème, OK. Alors, je te laisse, Pierre, nous parler justement de l'expérience des garderies à contribution réduite. Oui, merci beaucoup, Yves. Mon objectif, c'est d'utiliser l'exemple de la politique de service de garde pour en déduire des enseignements sur la manière dont il faut aborder le développement des politiques publiques. En fait, il y a 5 étapes à franchir. Premièrement, la genèse de la politique. Deuxièmement, les objectifs à assigner à la politique. Troisièmement, la mise en œuvre de la chose. Quatrièmement, l'évaluation au bout d'un certain temps. Et puis finalement, les ajustements à faire après ces évaluations-là. Donc, les 5 étapes. Et vous allez voir que dans la politique de service de garde, on a suivi ces 5 étapes-là, et c'est pour ça que ça va dans la bonne direction, je pense bien. Donc, je vais lire, mais je suis assez verbal dans ma présentation quand même. Depuis 10 ans, le système québécois de services de garde à l'enfance a suscité beaucoup d'intérêt dans les autres provinces canadiennes, aux États-Unis et en Europe. Je sors tout juste de ma 13e conférence invitée sur le sujet au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Au Canada, cet intérêt a abouti à un appui sans détour d'institutions comme le ministère des Finances et la Banque du Canada et à la décision de la ministre Freeland en 2021 de transférer des milliards aux provinces afin de les inciter à mettre sur pied des services universels à 10 piastres du type de nos CPE. D'une part, les CPE sont unanimement louangés par la littérature de recherche en médecine et en psychologie pour leurs normes de qualité élevées et leur impact positif, significatif et durable sur le développement des enfants de toutes les classes de la société. D'autre part, notre système entier, qui comprend aussi les 3 autres types de services de garde que les CPE, est apparu en bonne partie responsable de l'ascension fulgurante du taux d'activité des Québécoises au sommet mondial. De plus, il les aide à inscrire leur carrière dans la continuité et à se dégager du cheminement saccadé et appauvrissant
qui suivait autrefois chaque naissance. Qu'avons-nous appris du parcours de notre système de services de garde, de ses succès et de ses échecs depuis 25 ans et de sa contribution au développement économique et social du Québec? Premièrement, la genèse du régime nous offre un premier enseignement. De 1975 à 1995, exprimant le souhait d'une majorité de parents, les groupes communautaires ont exercé une pression constante sur le gouvernement du Québec pour encourager la conciliation travail-famille. Les analyses de mes collègues Ruth Rose et Camille Bouchard les a aidés. Ensuite, la ministre de la Famille, Mme Marois, que vous venez de voir à l'écran, a étudié attentivement les travaux d'experts médecins et psychologues internationaux qui penchaient du côté du système scandinave universel plutôt que d'un régime de type britannique ciblé sur les familles à faible revenu. Enfin, le premier ministre, M. Bouchard, recherchait depuis 1995 comme un équilibre politique entre son objectif de déficit zéro et un agenda plus social, comme a mentionné Mme Marois. C'est ainsi que la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance fut adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 1997. L'acceptabilité sociale étendue et l'absence de polarisation politique gauche-droite, comme on en retrouve notamment en Ontario et aux États-Unis, ont joué ici un rôle crucial. Deuxièmement, après la Genèse, la loi édictait clairement deux grands objectifs à poursuivre. Premièrement, aider les parents à concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. Et deuxièmement, favoriser le bon développement des enfants en poursuivant l'égalité des chances. Troisièmement, l'implantation et la mise en œuvre du système se sont déroulées sur une période qui s'est étendue sur plusieurs années. Mobiliser les infrastructures, former le personnel qualifié et formuler les programmes de qualité, ce n'est pas une sinécure. Bien sûr, la lenteur des choses peut être frustrante. Il faut minimiser les retards autant qu'on peut, mais on ne peut tout de même pas faire pousser les fleurs en tirant dessus. L'évolution du système est encore trop lente aujourd'hui, alors que le manque de places en garderie se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'unités. L'engouement pour les places en garderie est toujours très vif et l'offre peine encore à suivre la demande. Espérons que les milliards fédéraux aideront à colmater la pénurie. Quatrièmement, l'efficacité du nouveau système à réaliser les deux objectifs inscrits dans la loi a fait l'objet de nombreuses évaluations de chercheurs indépendants. Au plan économique, nos collègues Hayek, Lefebvre et Merrigan de l'UQAM et un trio de Toronto, MIT et UBC ont démontré avec des dizaines de milliers de micro-observations que le régime a entraîné une très forte augmentation du taux d'activité féminin au Québec. Plus récemment, mes autres collègues, Connolly et Fontaine, les deux maris, se sont joints à Hayek et ont pu estimer que la politique familiale du Québec efface une partie considérable du recul de carrière que chaque naissance ferait autrement subir aux mères, aux nouvelles mères. Auparavant, Luc, Suzy et moi, à la chaire ici, avons estimé un fort impact sur le revenu national, le PIB, et, occurrence rarissime pour une politique publique, nous avons découvert que l'addition aux revenus gouvernementaux, fédéral et provincial, induite par l'activité économique supplémentaire, était supérieure au coût marginal de financement de la politique. Ainsi, le système de garde a fait mieux que s'autofinancer. Il n'a pas
par conséquent, il n'a exigé aucune augmentation d'impôts. Au plan social, ça c'était au plan économique. Au plan social, maintenant, les effets du système sur le développement des enfants ont été plus difficiles à saisir par les chercheurs pour deux raisons. D'une part, ils s'étalent sur une longue période la vie des enfants. D'autres, puis les nouveaux qui sont entrés dans le système, les nouveaux enfants à partir de 2000, mais là, on va voir le résultat seulement dans les années 2025 à 30, probablement. D'autre part, en 2009, la ministre des Finances, Mme Forgette, a voulu comprimer le coût du système de garde pour l'État en ouvrant la porte au secteur privé à but lucratif, où les parents paient le plein tarif, mais ont en contrepartie accès à un crédit d'impôt remboursable. C'était une erreur, parce que le marché privé pour la garde à l'enfance compétitionne surtout sur le prix et très peu sur la qualité. Il offre des services qui sont de qualité douteuse en moyenne. Il y a des bonnes garderies privées, mais en moyenne, la qualité est douteuse. Les services de garde, ce n'est pas un bien tangible comme, par exemple, les choux de Bruxelles congelés. Ce n'est pas un bien tangible. Les parents éprouvent souvent de la difficulté à en évaluer la qualité. Certains effets sur leur enfant n'apparaissent qu'à long terme et ils se sentent souvent financièrement serrés. Donc, les conditions énoncées par Maurice Allais, Paul Samuelson puis Kenneth Arrow pour démontrer les théorèmes de l'optimalité de la décentralisation des marchés ne sont pas du tout remplis dans ce marché-là. La clairvoyance des participants est faible, l'information est déficiente et évidemment l'accès au marché de l'emprunt pour financer pour financer le développement de l'enfant contre des revenus qui vont arriver 20 ans ou 30 ans plus tard n'existe pas. En conséquence, les études économiques utilisant les données qui ne faisaient pas la distinction entre l'excellente qualité des CPE que j'ai mentionné tout à l'heure et la qualité médiocre d'un grand nombre de garderies privées à but lucratif plein tarif, ont trouvé qu'en moyenne, les effets du système sur le développement des enfants étaient très moyens. En moyenne, c'est moyen. Donc, les effets étaient au pire négatifs et au mieux nuls. Bref, depuis 15 ans, le système québécois fonctionne, pour ainsi dire, à deux vitesses. Et sa moyenne générale en matière de qualité n'est pas reluisante. S'il faut identifier un échec du système, eh bien, c'est celui-là. Grâce à toutes ces évaluations, j'achève là, grâce à toutes ces évaluations post-facto, on peut conclure que notre système de garde a bien rencontré son premier objectif, qui est de favoriser la conciliation travail-famille et de valoriser la carrière des mères sur le marché du travail. Il a bonifié notre potentiel productif et a même fait faire de l'argent au gouvernement. Par contre, il n'a pas encore réussi à atteindre son second objectif, qui est d'améliorer sensiblement le développement de nos enfants, sauf lorsqu'ils ont pu avoir accès à l'autoroute CPE. L'agenda pour les prochaines années est donc clair. Il faut résoudre le problème de la pénurie endémique de places. Il faut partout relever la qualité des services au niveau de la norme CPE. Et il faut attirer beaucoup plus d'enfants désavantagés dans les garderies de qualité. Et finalement, développer les services pendant la grossesse. Notre expérience avec les services de garde, par conséquent, nous a appris 4 choses. Premièrement, pour qu'une politique publique contribue efficacement au développement économique et social, elle doit reposer sur un consensus social préalable assez large. Deuxièmement, ces objectifs doivent être clairement définis
par sa loi constitutive. Troisièmement, elle doit disposer d'un appui des autorités qui soit soutenu et non pas aléatoire d'une année à l'autre. Et quatrièmement, elle doit faire l'objet d'évaluations rigoureuses et indépendantes pour permettre de comprendre ses succès et ses échecs et d'ajuster, en fin de compte, sa course en conséquence. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre pour ta présentation, ça est très clair. J'ai retenu des éléments qu'on va prendre en discussion tantôt, surtout sur les 4 éléments appris que de l'expérience justement des services de garde. Alors, je demande à François de nous parler un peu de changement climatique et d'environnement et peut-être d'une politique publique qui pourrait se rattacher à ça justement au niveau de l'environnement. Je pense qu'il y a quelque chose à nous proposer d'ailleurs. Alors, je te laisse la parole. Oui, alors on va parler de changement climatique dans un contexte de politique publique. C'est toujours difficile de parler après Pierre. On était ensemble avant-hier dans un autre, comme ça, dans un autre panel et tout ça. Il a parlé de façon éloquente comme il le fait toujours. Et quand c'était mon tour, la moitié de la salle s'est vidée. Alors, je vous prierai de rester patient. Je vais essayer de... Alors... l'idée ici, c'est de parler de politique publique et de voir qu'est-ce qu'on nous apprend à l'université, quelles sont les choses. Moi, j'ai travaillé longtemps. C'est drôle, c'est comme un retour dans le passé pour moi. Pierre a été mon directeur de thèse. J'ai travaillé aux finances avec Marcelin, avec Louis Lévesque, qui a été mon patron. On a oublié tout à l'heure Suzy, qui a travaillé aussi aux finances. Donc, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Mais on est rendu de parler de changement climatique et de politique publique. Et donc... oui, est-ce que je peux revenir? Oui. Donc, ce qu'on apprend quand on enseigne à nos étudiants, c'est le paradigme néoclassique ou la façon dont le marché joue son rôle régulateur par le véhicule des prix. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ça fonctionne la plupart du temps, mais on a frappé comme un mur ou un cul-de-sac, je dirais, assez sérieux dans l'analyse des changements climatiques, où je dis souvent à mes étudiants que la question des changements climatiques, c'est probablement la seule qui n'est pas procrastinable. Okay? Nous, on se rapproche du mur, mais le mur ne se déplace pas comme quand on utilise ou on étudie les finances publiques ou l'éducation, le décrochage scolaire, le financement des services de santé, le vieillissement de la population. On peut toujours le faire. Le meilleur exemple de ça, c'est David Foote en 1970, je pense, qui a fait son livre « Baby Boom, Baby Bust », qui disait en 1970 qu'on serait aujourd'hui où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis, comme je pense Emna l'a souligné, on n'a pas vu ces signes-là ou on n'en a pas tenu compte. Donc, ce qu'on enseigne à nos étudiants, je l'ai mis ici vite, des marchés parfaits, la rationalité parfaite des individus rationnels, l'hypothèse de non-satiété qui dit que si on arrive à les tenter, ils vont consommer quand même et ils vont être de plus en plus heureux en surconsommant ou en consommant. Une nature infiniment généreuse, une hypothèse de substituabilité faible. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le discours techno-optimiste ou technologique où c'est pas grave, il va y avoir quelque chose qui va venir régler. On appelle ça la main salvatrice de la technologie. On parle souvent de captation de carbone ou de géo-ingénierie. Et donc, le critère d'efficacité, qui est souvent celui qui est le record le plus important, malgré le fait qu'on a commencé à parler dans un sens plus large de bien-être au Québec, c'est la croissance du PIB. Alors, je vous donne des chiffres. En vrac, là, j'aurais pu faire une conférence qui est beaucoup plus longue, mais les chiffres importants, ils se résument à ça. Quand on parle de changement climatique, moi, je suis chercheur bénévole au GIEC et quand on essaie de mettre quels sont les paramètres par lesquels on peut expliquer les changements climatiques et les murs que l'on peut signaler dans le domaine public, ce sont ceux-ci. C'est évidemment la limite de 1,5 degré par l'accord de Paris. On est rendu à 1,14. Ou bien la concentration de ppm, la limite c'est 450, on est rendu à 420,2. On peut y aller par le budget carbone. Qu'est-ce qui nous reste à dépenser comme budget carbone? On y reste 300 milliards de tonnes selon le GIEC, donc il nous reste 11 %. Là, il s'est coupé depuis jusqu'ici à 2100. Et on peut y aller par l'empreinte carbone, qui est une empreinte carbone, c'est quelle est l'empreinte carbone par personne par année, la limite que l'on devrait observer pour l'accord de Paris, c'est autour de 2 tonnes et on est rendu à, les chiffres de l'ISQ cette semaine, à 11,3. Donc, ça nous donne une idée du chemin qu'on a à faire. Il y a aussi toute la dimension des revenus. Je vais revenir tout à l'heure, mais il y a une grosse différence. Ce n'est pas tout le monde qui doit contribuer de la même façon. Ici, on voit l'empreinte au Canada en 2019. Les 50 % les plus pauvres, l'empreinte était
10 tonnes par personne par année, le 1% les plus riches, 190. Donc, on voit que ce n'est pas tout le monde qui a... La responsabilité n'est pas répartie également selon les tranches de revenus. OK, donc, on m'a demandé de parler d'éco-fiscalité, de politique publique. C'est ça qu'on enseigne à les étudiants, c'est ça que l'on fait. On a un marché du carbone, une taxe carbone. On veut essayer de régler l'externalité par le mécanisme des prix. Donc, il y a plusieurs paramètres qui sont importants. Il faut... Est-ce que je suis allé trop loin? Non, c'est correct. Donc, une composante, on veut internaliser l'externalité, c'est ce que l'expression qu'on utilise toujours. Si on augmente les taxes et le prix après taxe augmente, les gens vont changer de comportement et c'est ce qu'on appelle la fameuse taxe pigouvienne qu'on enseigne encore dans nos cours d'économie de l'environnement. Il y a différents paramètres qui dépendent pour l'éco-fiscalité, je passe, mais il y a une recette qui est importante, c'est quel est le niveau de la taxe ou le niveau de la tarification, les impacts environnementaux, socio-économiques, la communication et les mesures d'atténuation comme telles. Alors, est-ce que ça fonctionne en pratique? Tout le monde connaît ce que je viens de dire, on l'enseigne encore, on l'utilise encore dans la formulation de nos politiques publiques. En gros, il y a 61 pays qui ont un système de tarification. Ça, c'est basé sur une étude de l'OCDE de 2022. 30 ont des taxes, 31 ont des systèmes de plafonnement. Ça couvre 20% des émissions et le prix moyen est en dessous de 10 $ la tonne américain. Donc, ce n'est pas beaucoup. Okay? Quand on compare ça, ce que dit la taxe pigouvienne, c'est en gros, il faut ajuster les prix, mais il faut trouver quelle est la nature ou la valeur de l'externalité. C'est ce qu'on appelle le coût social du carbone. Les dommages environnementaux, de santé publique, ça vaut quelque chose. Quelle est la valeur? Avant de mettre une taxe, il faut que je connaisse la valeur du dommage. Et les études en environnement montrent que le coût social est autour de 400 $ US, autour de 400 $ US la tonne. Alors, ici, est-ce que l'éco-fiscalité ou l'ajustement par les prix a fonctionné? L'OCDE nous dit qu'en gros, c'est autour de moins de 2% par année en termes d'efficacité. Donc, moi, la conclusion que je tire de ça, c'est que l'éco-fiscalité est sur papier, dans un système d'économie de marché, un outil qui est un instrument qui est extrêmement efficace, mais l'application ou la mise en œuvre de cette politique publique-là semble avoir eu des succès mitigés. Au Québec, je vous donne ça, Pierre-Olivier Pinault mentionne souvent ces chiffres-là. Mais au Québec, les ventes d'essence ont augmenté de 25 %, les ventes de véhicules récréatifs surtout ont augmenté de 236 %. Donc, on voit que ça n'a pas trop fonctionné. On parle souvent, vous l'entendez beaucoup, on va découpler. De l'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est 1 % de PIB, mais avoir moins d'1 % d'augmentation des GES. Il n'y a pas de découplage au Canada. Le coefficient de corrélation de ça, c'est 0,92. Ça n'a pas marché depuis 1990. Ça, c'est 1980. Dans le monde, au niveau du G7, il n'y a que la France et l'Allemagne qui ont réussi un certain découplage. La colonne de droite, c'est l'augmentation du PIB, donc 107,8 % pour la France, une diminution de 20 % seulement des GES. Donc, il n'y a pas de découplage qu'on a observé depuis, je pense que ça, c'est depuis les années 90. Encore là, ça dépend du niveau de revenu. Ça, c'est les travaux de Geoffroy Boucher qui ont été publiés il y a quelques semaines sur l'empreinte carbone par niveau de revenu. Je vous ai présenté ici les chiffres dans mon graphique précédent sur l'empreinte carbone au niveau canadien, mais ici, je l'ai mis par seuil de revenu. Donc, on voit qu'il y a une grosse différence. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a quelque chose où on peut faire un genre d'ajustement à la marge, on aime ça utiliser ce mot-là, au niveau de la taxe? Est-ce qu'on devrait avoir une taxe progressive sur le carbone? Peut-être. Francis Veil a fait une chronique là-dessus samedi. L'autre chose, c'est qu'on peut penser, avec les chiffres que je viens de présenter, il est facile, il me semble, de conclure, ou raisonnable, que l'éco-fiscalité a ses limites. Et donc, il faut autre chose. Et tout à l'heure, Pierre a cité Kenneth Arrow, c'est lui d'ailleurs qui m'a orienté vers cette référence-là, où il dit que, on est justifié, si le système de prix est défaillant,
eh bien, le gouvernement est justifié d'utiliser d'autres méthodes, dont la restriction par les quantités. Okay? Et donc, je donne la référence de Kenneth Arrow ici. Et comme me le disait Pierre cette semaine, si on a le choix entre préserver, ça c'est ton message que tu m'as envoyé la semaine passée, je m'excuse de le divulguer comme ça publiquement, mais si on a le choix entre préserver la pureté des principes d'économie 101 et laisser la planète cuire, la décision devrait susciter aucune hésitation. Et tu citais Paul Krugman. Donc, face aux limites de l'écofiscalité, il faut essayer de trouver autre chose. Pas un substitut, mais un complément aux mesures fiscales qui sont déjà là. Et donc, ici, le GIEC a commencé à parler de ça dans son rapport de 2022, où il s'appelle « la sobriété ». Okay? Ça, c'est le mot maintenant qui est un mot passe-partout, qu'on utilise beaucoup. Mais l'idée ici, c'est quelles sont les mesures qui ne fonctionnent pas par les prix par lesquels on peut réduire la demande. Donc, ce n'est pas ici être plus efficace, c'est ici il faut diminuer. Vous entendez souvent Pierre-Olivier Pinault, quand il parle d'efficacité énergétique, ce n'est pas des barrages supplémentaires dont on a besoin en termes de disponibilité d'hydroélectricité, c'est de réduire la demande. C'est un peu ça qu'il y avait un chapitre complet, c'était la première fois dans le rapport du GIEC en 2022, le chapitre 5, et qui donnait plusieurs façons, changer d'alimentation, le transport terrestre, l'éco-partage, donc beaucoup de façons, de suggestions du GIEC pour diminuer la demande. Un autre élément, et je vais assez vite, c'est l'idée du passeport carbone. Alors, l'idée du passeport carbone dit il faut laisser tomber, ou si l'ajustement par les prix est insuffisant, il faut y aller par les quantités. Alors, l'idée de passeport carbone date des années 90. Piketty en a été un des promoteurs principaux avec Lucas Chancel au laboratoire des inégalités mondiales. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? On aurait une allocation de quantité, un genre de budget CO2 qui nous serait donné de façon individuelle par année, et ça serait le quota qui pourrait être comme le SPED, échangeable. Si moi, je suis un gros consommateur, bien, je peux l'acheter de quelqu'un qui, une partie du quota, de quelqu'un qui est plus sobre. Alors, cette façon-là nous dirait, bien, là, il n'y a plus une question de je mets une surtaxe, comme par exemple le suggérait Piketty, justement, sur les vols d'avion, de 75% sur les billets en première classe ou 30% sur la classe affaires. Bien, non, la personne qui a un revenu important a un quota comme tout le monde. Donc, ce n'est pas j'ai la capacité de payer, mais je peux aller au-delà d'une surtaxe ou d'une surtaxe parce que j'ai les moyens de la payer. Le passeport carbone résoudrait ce problème-là. Donc, je donne un exemple ici. J'ai pris l'empreinte carbone du Québec mesurée par la production de GES. Donc, on pourrait dire en 2023, mon quota à moi, c'est 9 tonnes et je baisse de 1 par année pour arriver à la cible de 2 tonnes par année par personne en 2030. Je vais te demander de conclure assez rapidement, oui, si possible. Si possible. Alors, les avantages, je passe vite là-dessus. La mise en place, la mise en œuvre du passeport carbone, c'est compliqué, mais aujourd'hui, avec le numérique, l'intelligence artificielle, nos téléphones, c'est plus facile de suivre à la trace. Et le gros avantage, c'est sa visibilité. Quand on parle de marché du carbone versus la taxe du carbone, qu'est-ce qui fait que la taxe, des fois, l'emporte sur le marché? C'est que personne qui comprend le SPED au Québec, mais tout le monde sait c'est quoi une taxe. Et on la voit. Alors, qu'est-ce qu'on doit conclure de ça? Tu vas être content, Yves, j'ai fini. C'est on doit prendre acte lucidement de l'insuffisance de l'écofiscalité pour faire changer les comportements. C'est ça qu'on veut en variant les prix relatifs. Okay? Nous avons besoin de compléter l'écofiscalité standard, soit par une taxe progressive sur le carbone, moi je n'ai rien contre ça, soit en allant un peu plus loin par des mesures de sobriété de la demande, ou soit par des restrictions sur les quantités consommées carbonées via ce que moi j'appelle un passeport carbone. Alors, merci beaucoup. Merci.
je ne veux pas que tu finisses au plus vite, mais je trouvais ça intéressant, ton idée de passeport carbone. C'est comme, c'en est une politique publique. En fait, si je comprends bien, la politique publique sur l'écofiscalité, ça ne fonctionne pas beaucoup. En tout cas, ça ne donne pas nécessairement les résultats qu'on attendrait ou qu'on voudrait. Ce que tu proposes en termes de passeport carbone, ça serait aussi une autre politique publique. En fait, ça ferait partie d'une politique publique. Puis j'écoutais Pierre qui parlait un peu des conditions de succès d'une politique publique là, qui pourrait avoir du succès. Donc, l'acceptabilité sociale, c'est sûr qu'un service de garde, c'est relativement facile, hein, l'acceptabilité sociale, mais quand on contraint les gens avec un passeport carbone, ça peut être plus difficile. Pierre nous disait que ça avait pris 20 ans de consultation puis de gens qui voulaient avoir conciliation travail-famille, donc de propositions, etc., donc de discussions avec les groupes communautaires, etc., des analyses, etc., et tout. Et là, on est un peu dans l'urgence. Alors, est-ce qu'une politique publique comme imposer un passeport carbone, je ne dis pas que ce n'est pas bon, au contraire, je trouve que c'est une idée intelligente, mais est-ce que l'urgence de la situation puis le temps que ça pourrait prendre pour imposer ça, est-ce que ce n'est pas voué un peu à l'échec? Bien, je ne dirais pas l'échec, mais est-ce que ce n'est pas voué à traverser des difficultés et à prendre quand même un certain temps avant que ça soit mis en place et devenir efficace? Puis comme un petit peu, on aurait peut-être dû faire ça il y a 15 ans ou il y a 20 ans. C'est quoi votre vision là-dessus? Est-ce qu'une politique... Oui, Pierre, est-ce qu'une politique comme ça, publique, est-ce que ça pourrait être efficace de mettre ça en place là? Je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais je vais dire quelque chose. Oui. On va t'écouter, Pierre. On a déjà au Québec la compréhension de ce qu'un système avec un plafonnement et un système d'échange en dessous du plafonnement donne. Sauf qu'il va falloir déterminer comment les gens qui ont besoin de plus d'allocation carbone, mettons qu'on est rendu à 6 tonnes, puis tu en as besoin de 9 tonnes, les 3 tonnes supplémentaires que tu vas devoir te procurer de personnes qui en ont moins besoin, tu vas payer comment pour ça? C'est ça qui va être crucial à déterminer. Comment on tarife les échanges en dessous du plafonnement, un peu comme on le fait à l'heure actuelle pour le marché, la bourse carbone, c'est le marché du carbone. Le système alternatif à la taxation du carbone. Je veux juste faire un petit commentaire. Bref, tu as raison, c'est difficile, mais il faut, dans le cas des changements climatiques, il faut prendre acte du statu quo. Où est-ce qu'on est? C'est facile de critiquer le changement, de dire « il faut mettre une taxe, personne n'aime les taxes », mais ici, il y a un compte à rebours qui est là, qui nous amène à dire, si on est dans l'inaction, et depuis Stern, le rapport Stern, on sait que les coûts économiques de l'inaction sont plus élevés que les coûts des initiatives, puis là, on est rendu dans la phase d'adaptation, c'est encore pire. Donc, il faut tenir compte de, OK, mais on ne peut pas rien faire. L'écofiscalité est difficile à appliquer, elle aussi, pour des raisons d'acceptabilité sociale, pour des sections de régressivité de l'impôt. Mais à un moment donné, la concentration de ppm, elle, pendant qu'on parle, elle augmente encore. Donc, il va falloir prendre des mesures plus incisives, et ça, c'en est une, quand notre système de prix ne fonctionne pas ou peu pour allouer les ressources de façon efficace dans ce cas-ci. Bien, merci beaucoup. On a peu de temps, malheureusement. Alors, merci de votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Merci. Merci.